Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis aux côtés de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. En Iran, une colère inédite gronde, réprimée dans le sang par le régime des mollahs. Partie des milieux commerçants de Téhéran fin décembre, la contestation était d'abord économique, portée par la flambée des prix et la chute du rial. Mais en quelques jours, le mouvement a gagné tout le pays et différentes couches de la société pour réclamer la fin du régime actuel. Un régime qui a répondu par une répression féroce et depuis le 8 janvier, Internet et les services téléphoniques sont coupés sur l'ensemble du territoire. Dans ce contexte, difficile d'obtenir des données fiables. Une ONG nationale évoque un bilan de près de 3500 morts et 10 000 arrestations. Ce n'est pas la première fois que le peuple iranien se soulève depuis l'avènement de la République islamique en 1979. En 2017 déjà, en 2019, en 2022, après la mort de Mahsa Amini pour un voile mal porté, des manifestations d'ampleur avaient eu lieu. Mais cette fois, la question se pose avec une acuité nouvelle. Le régime des mollahs peut-il chuter ? À quel point la République islamique est-elle fragilisée à l'intérieur du pays, mais aussi sur la scène régionale et internationale ? Alors, je me tourne vers vous, Alain, Jean-Marie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que la révolte actuelle a de différent, cette fois-ci, des précédentes ? Elle est différente parce que les révoltes précédentes étaient limitées à des catégories. Femmes, vie, liberté, ça concernait déjà tout le monde, mais c'était quand même à dominante féminine. Et auparavant, c'était tel secteur d'activité ou tel autre. Là, c'est la première fois que se mélangent à la fois les classes sociales, les métiers, tout est parti. C'est ce que l'on raconte du bazar et donc des commerçants, les commerçants qui étaient plutôt dans les phases précédentes favorables et fidèles au régime. Et là, donc, ça concerne tout le monde et toutes les catégories. Je pense que c'est ça la grande nouveauté de ce phénomène. Ajouté à quoi, c'est un mouvement qui se radicalise aussi, à mesure d'ailleurs que le régime lui-même s'est durci et radicalisé. Alain Frachon, les fois précédentes, le régime avait vacillé, mais il n'avait pas plié. Qu'est-ce qui, jusqu'à aujourd'hui, le fait tenir ? Qu'est-ce qui fait qu'il est si puissant, si fort ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent aussi pourquoi il est particulièrement fragile aujourd'hui, parce que cette révolte intervient à un moment de grande fragilité pour la République islamique, puisqu'elle a essuyé un certain nombre d'échecs retentissants à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais sur quoi s'appuie le régime ? C'est quoi sa force ? Le régime, grosso modo, cette théocratie iranienne qui a chassé la monarchie en 1979, vous l'avez dit, il s'appuie sur deux piliers. Il y a deux grands piliers dans une mécanique institutionnelle assez compliquée. Il y a les mollahs, si vous voulez, c'est l'archipel des mosquées. On est en pays chiite, donc il y a toute une hiérarchie religieuse. En haut de la hiérarchie, il y a les ayatollahs, en dessous, il y a les mollahs, mais il y en a même en intermédiaire. Et à la tête du pays, il y a le guide. Le guide religieux, c'est toujours un ayatollah. Aujourd'hui, c'est Ali Khamenei, il a 86 ans, il souffre d'un cancer, il est malade, mais enfin, il est toujours au pouvoir, et c'est lui qui a le dernier mot. Les mollahs s'appuient sur un autre grand corps d'État qui sont les gardiens de la Révolution. C'est-à-dire, c'est à peu près 300 ou 400 000 personnes, dont 300 000 militaires, c'est une armée, avec des navires de guerre aussi, des avions, des hélicoptères, des fantassins, des unités d'élite, qui doublent l'armée. Les officiers, en revanche, passent d'un corps à l'autre, pour pas qu'il y ait d'opposition entre l'armée et les gardiens de la Révolution. Et donc, un jeune capitaine des gardiens de la Révolution va effectuer un commandement dans l'armée, et le contraire est vrai aussi. Mais c'est pas seulement une armée, c'est aussi une institution économique dominante. C'est-à-dire que le pétrole, c'est eux, la banque, c'est eux, le monopole de la plupart de ce qu'importe l'Iran, c'est eux aussi, avec un certain nombre de sociétés filiales, écrans, légales ou non, public ou non, dans le Golfe, mais aussi en Asie. Et donc, les gardiens de la Révolution, c'est une puissance économique. Ça veut dire qu'il y a des millions de gens dont la vie, la fortune et l'avenir dépendent des gardiens de la Révolution, puisqu'ils contrôlent, ils sont au cœur de l'économie iranienne. Le reste, c'est le secteur privé. Et le clergé iranien, lui aussi, a ses plateformes économiques, qui sont les fondations. Ces deux piliers ont développé des oligarques. Ces deux piliers ont développé une élite.
richissimes, milliardaires quelquefois, qu'il s'agisse du clergé ou qu'il s'agisse des gardiens de la Révolution. Et cette élite est de plus en plus coupée de la population iranienne, de la classe moyenne, et il y a une immense classe moyenne dans les villes iraniennes. L'Iran, c'est un pays qui, au moment de la chute du monarque, du Shah, Mohammad Reza Pahlavi compte 38 millions d'habitants. J'étais correspondant au bureau de l'agence France-Presse à Téhéran en 1979 et c'était une grande ville, c'est devenu une mégalopole de 12, 15, 17 millions d'habitants, on ne sait pas. Et le pays était très largement encore un pays rural en 1979. Aujourd'hui, c'est 92 millions d'habitants et c'est très largement un pays urbanisé. Donc, vous voyez, et ce régime, je disais qu'il tient à cause de ça. À côté de cela, à côté de ces deux grands piliers, il y a une sorte de soldatesque recruté dans les classes les plus défavorisées, qui sont les comités, les Bassidji. Et c'est eux qu'on envoie en première ligne lorsqu'il y a des manifestants. Ils sont armés, eux aussi, mais enfin, ce sont des civils. Là, cette fois-ci, les gardiens de la Révolution sont intervenus et ont tiré dans la foule. Donc vous avez des gens en uniforme de guerre qui tirent ouvertement sur les manifestants. C'est aussi vous dire le courage des gens qui descendent dans la rue en Iran. Donc voilà comment le régime tient, si vous voulez, voilà un peu à quoi il ressemble. Mais je voulais dire aussi qu'il a donc 47 ans à peu près, et ça se solde aujourd'hui par un échec monumental. C'est un échec économique, par mauvaise gestion, par captation de la rente pétrolière, qu'il s'agisse de l'oligarchie des mollahs ou qu'il s'agisse de l'oligarchie des gardiens de la Révolution. Il y a une captation de la rente pétrolière, un sous-investissement chronique dans les infrastructures notamment. Et là-dessus, vous avez une part gigantesque du budget qui est consacrée à la défense, à la sécurité intérieure et surtout à l'entretien aussi de différentes armées dans le monde arabe. Ce sont les milices irakiennes, c'est le Hezbollah libanais, ce sont des milices au Yémen. Ici et là, il y a comme ça un dominion arabe qui, naturellement, ne vit, n'existe, est armé et financé par la République islamique. Et donc, budgétairement, il faudrait déplacer des masses énormes pour avoir un investissement public qui corresponde à un pays de 92 millions d'habitants. C'est pas le cas. C'est un échec économique et social majeur. Mais c'est un échec culturel aussi. La plupart des Iraniens ne se reconnaissent pas dans ce régime, ne se reconnaissent pas dans la théocratie. Il faut reconnaître à la République islamique qu'elle a maintenu une structure d'université, de collège, d'école d'ingénieurs de très bon niveau. Et maintenant, vous avez une population qui est en total déphasage avec cette espèce de structure composée de mollahs ou de gardiens de la Révolution. C'est un mélange parce qu'il y a des aspects ultra-modernes. C'est un pays qui fabrique des missiles. C'est un pays qui fabrique des drones. C'est quand même celui qui a approvisionné le premier massivement la Russie en drones. C'est un pays qui est au seuil du nucléaire militaire. C'est toute la question de sa relation avec le reste du monde. Et en même temps, c'est un pays très appauvri, où Alain insistait tout à l'heure, l'exemple des Bassidji, ce sont des gens d'extraction très pauvres, très modestes, qui sont utilisés comme une sorte de milice et qui doivent tout au régime. Donc, devant tout au régime, ils lui sont fidèles et ça fait partie de la façon dont ce régime perdure. Mais la pauvreté n'a fait que s'accroître. Alors, il y a une part de responsabilité des sanctions, bien sûr, mais il y a aussi une part d'incurie et de captation, comme l'expliquait Alain, de la rente pétrolière. Sanctions internationales liées à l'enrichissement liées au nucléaire. Et puis, il y a sur la scène extérieure où c'est quand même un pays, une république qui fondamentalement avait pour ambition l'hégémonie sur la région d'abord et au-delà, au nom d'une vision très, archaïque de la religion. Et donc cette hégémonie religieuse, au fond, c'est pour le moment a échoué avec sa technique des bras armés, Hezbollah et Hamas. Ils sont en recul depuis le 7 octobre d'ailleurs, et c'est en recul et en situation de faiblesse, voire en situation progressivement d'isolement, même si dans la période, dans les jours qui ont précédé, ils ont été, entre guillemets, secourus par l'Arabie Saoudite, par les pays de la région qui ont empêché Donald Trump d'exécuter sa menace d'intervenir.
Alors, on va y revenir en détail à ce qui se joue vis-à-vis de l'Iran sur la scène régionale et internationale, mais j'aurais un dernier point sur la scène intérieure, Alain, à vous demander. Vous nous avez expliqué la stratification et puis les forces armées qui composent le régime. Est-ce qu'il faudrait en fait une défection, une trahison de la part de l'une ou l'autre de ces forces armées pour que le régime tombe? J'entends par là, est-ce que la rue, malgré son courage et le prix extrêmement lourd qu'elle paye ces derniers jours, ne suffira pas malheureusement à faire plier le régime? En 1978-1979, la rue avait un nom. Il fallait faire revenir un ayatollah, l'ayatollah Khomeini, qui va être le fondateur de cette théocratie iranienne et qui était en France, réfugié en France, qui avait été chassé par le Shah. Donc il y avait un nom et il y avait une organisation, l'ensemble de la hiérarchie cléricale chiite. C'est-à-dire que les mosquées dessinaient à travers le pays une organisation capable de, si vous voulez, de capitaliser sur la révolte et capable de la diriger, capable de la relancer, etc. Aujourd'hui, vous n'avez pas cela. Vous avez la rue qui est allée massivement manifester contre le régime, contre Khamenei, réclamant le départ de Khamenei très vite à la suite d'une série d'échecs dont on a parlé et dont on pourrait reparler, parce que ce sont des échecs extérieurs aussi. C'est un régime qui n'a pas su défendre son territoire. Mais il n'y a pas de nom qui s'impose. Il y en a un, parce que c'est le seul que connaissent aussi la plupart des Iraniens. Et encore, quand je dis la plupart des Iraniens, il faut préciser que plus de la moitié des Iraniens, plus de 60% des Iraniens sont nés après 1979, donc n'ont jamais connu que ce régime. Mais il reste que, bien entendu, la monarchie Pahlavi, qui a été une monarchie très courte, il n'y a eu que deux rois Pahlavi. La monarchie Pahlavi est connue, et donc il y a un seul nom qui est connu, c'est le fils de Mohammad Reza, qui a été chassé en 1978, et Reza Pahlavi, qui vit aux États-Unis, qui a quitté ce pays, il avait 14 ou 15 ans, avec ses parents, et qui vit aux États-Unis, et qui est un homme dont personne n'a jamais dit du mal de Reza, ce n'est pas, semble-t-il pas, ce n'est ni un corrompu, ni... c'est quelqu'un qui présente un certain nombre de caractéristiques qui feraient peut-être de lui un homme capable d'unifier l'opposition, mais ce n'est pas le cas encore. Ce n'est pas le cas. Il reste que son nom est apparu dans de très nombreuses manifestations, que c'est le seul nom qui a surgi dans ce mouvement. Voilà, donc il y a ce nom qui est là et qui peut-être cristallisera la révolte, mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Et je parlais de cela avec une ancienne journaliste iranienne de l'agence France Presse, et qui m'a dit « Mais tu sais, c'est un homme honnête, mais il y a beaucoup d'autres noms qui seraient capables d'incarner l'opposition et de cristalliser dans toutes les catégories de la population l'opposition à la théocratie, mais ils sont en prison. » Jean-Marie Colombani, vous l'avez amorcé, cette question d'une peut-être intervention extérieure américaine. En tout cas, c'est ce que Donald Trump avait laissé sous-entendre il y a quelques jours de cela. Avant, semble-t-il, de changer d'avis en disant que finalement, bon, ça va, la répression était sous contrôle. Finalement, il y a plus tant de gens que ça qui étaient tués. Est-ce qu'il faudrait nécessairement une intervention extérieure pour que la République islamique chute? Est-ce que les Iraniens, déjà, ont envie de ça? C'est délicat, une intervention extérieure, parce que ça peut au contraire ressusciter un nationalisme qui est présent et puissant et qui est historique d'ailleurs. Les États-Unis sont quand même le grand Satan aux yeux de l'Iran. Aux yeux des dirigeants de l'Iran, mais probablement pas ou plus de la population qu'évoquait Alain, qui au fond aujourd'hui déteste les dirigeants et les dirigeants à turban, si j'ose dire. Ce qui est assez frappant d'ailleurs. Sinon, sur le plan extérieur, ce qui est frappant aussi, c'est que la région a, au fond, demandé à Donald Trump de ne pas intervenir. On a encore assisté là à un épisode assez... Je ne sais pas comment le qualifier, cet épisode d'ailleurs, parce que ça illustre très bien l'irrationalité du président américain. Au point de départ... Donc il y a ces massacres, ces annonces d'exécution, ces programmations de fusillés, puisque les gens qui sont interpellés sont censés être très vite ensuite fusillés après des procès bâclés ou inexistants. Et Donald Trump prend la défense de la révolte iranienne et incite la foule à s'avancer, à se découvrir, à attaquer
les institutions de façon à renverser ce régime et leur dit « Patience, nous arrivons ». En gros, je vais envoyer la cavalerie. Donc, il ne se passe rien de cela. Et au contraire, il fait volte-face. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait volte-face sous la pression de l'Arabie Saoudite, mais pas seulement, des pays de la région, des Émirats aussi, tout le monde craignant au fond un scénario à l'irakienne, c'est-à-dire que de la déstabilisation de l'Iran et d'un changement de régime en Iran pourrait naître un chaos et des conséquences en chaîne qui plongeraient la région qui n'en a pas besoin dans un chaos indescriptible. Et donc, du coup, Donald Trump a dit « Ah oui, mais de toute façon, maintenant, on m'a averti que les exécutions sont arrêtées, les gens qui étaient menacés d'être fusillés ne le seront pas. » Donc, alors il envoie un porte-avions qui va stationner à quelques encablures des côtes iraniennes, mais pour le moment, il n'est plus question d'intervenir. Donc, à l'intérieur de ce va-et-vient de Donald Trump, il y a la pertinence ou non d'une intervention pour faire chuter le régime. Sachant qu'une intervention extérieure, c'est toujours pour un régime quelconque une tâche ensuite qu'il est difficile d'absorber et d'assumer. Alain Frachon ? Oui, j'ai oublié de répondre à cette question. Est-ce qu'il faudrait, pour que le régime balance, qu'une partie du système balance, aide avec les manifestants, Hélène? C'est ce qui s'est passé en 78-79. À un moment donné, devant l'ampleur des manifestations, il y a une branche de l'armée de l'air, mais qui assurait des fonctions au sol, de garde même, de garde des bâtiments officiels ou d'autres. Il y a une branche de l'armée de l'air qui a balancé, donc une branche du système qui est allée du côté des manifestants. On peut penser que un jour, si les manifestations se poursuivent, si les manifestations ont autant d'ampleur, en dépit de la répression, on peut penser que des gens comme les gardiens de la Révolution, les dirigeants civils et militaires des gardiens de la Révolution se diront comment faire pour préserver nos fromages et nos positions et nos entreprises aussi. Comment faire pour garder le pouvoir? Ils peuvent se dire, il faut qu'on sacrifie le guide, par exemple. Il a 86 ans, on peut dire qu'il faut qu'il aille à l'hôpital. Et puis, pendant un moment, vous avez un triumvirat de généraux des gardiens de la Révolution, ou 2 gardiens de la Révolution et un général de l'armée régulière qui prennent le contrôle du pays. Vous pouvez imaginer ce type de scénario pour les semaines ou pour les mois qui viennent. Pour le moment, ça ne semble pas être le cas, mais enfin, on ne sait pas. Pour ce qui est d'une intervention venant de l'extérieur, comme disait Jean-Marie, c'est un pays ultranationaliste, donc personne n'est à même de juger exactement ce qu'en penserait la population iranienne. Elle est coupée de tout, on ne peut pas téléphoner, il n'y a plus de relais Internet, elle est isolée, subissant des massacres, mais on ne sait pas. Je veux dire, les gens qui sont capables de prendre le pouls de la population iranienne ou de la rue iranienne, je leur tire mon chapeau parce que c'est quand même pas évident. D'autant que en juin, il s'est quand même passé des choses. En juin 2025, des bombardements israéliens sur les postes des gardiens de la Révolution, sur des unités de l'armée, sur une partie des installations nucléaires militaires, appuyés pendant au moins 24 heures par des bombardements américains aussi. Ces journées de bombardement, ce qu'on a appelé la guerre des 12 jours, au mois de juin, ces journées ont fait beaucoup de morts dans la population civile. Donc ils n'ont pas oublié ça non plus, les Iraniens. Alors voilà, bon, c'est difficile de penser à des scénarios d'avenir, mais on peut ajouter que les premiers qui ont eu peur d'un chaos en Iran, alors qu'il n'y a pas véritablement d'opposition structurée. Je ne sais pas s'il faut une opposition structurée pour faire tomber la République islamique, mais enfin, en tout cas, il n'y en a pas. Ce sont les voisins, c'est-à-dire ce sont les gens qui sont juste en face. C'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, c'est l'ensemble des Émirats. Et la Turquie. Mais du Golfe, aussi. La Turquie, grand voisin et grand rival aussi. Grand voisin et grand rival. Et donc, c'est eux qui ont eu peur. Et on sait que les Saoudiens, notamment l'homme fort du régime, de la maison des Saouds, Mohammed Ben Salman, le prince héritier, a insisté auprès des États-Unis pour qu'il n'y ait pas de bombardement et pas d'intervention, pour le moment, pas d'intervention en Iran parce qu'ils ont peur. Ils ont peur aussi parce que l'Iran est un pays composite. On parle toujours de l'Iran comme ça, comme d'une population unifiée. Non, il y a un très fort sentiment national
iranien, c'est vrai, mais l'Iran, c'est plusieurs nations. Les Perses, bien sûr, au cœur. Bon, les Perses qui dominent aussi et qui sont la charpente historique de ce pays, bien sûr, de l'ancien empire. Mais il y a aussi les ethnies très nombreuses. Les Kurdes, sans doute 10 millions d'habitants. Les Azéris, plus de 10 millions d'habitants. Les Arabes de la région pétrolière, du Khouzistan, iranien, mais arabes. Les Balouches au sud-est. Toutes ces minorités, chaque fois qu'il y a eu du chaos à Téhéran, ont tenté d'acquérir de plus en plus d'autonomie par rapport à Téhéran. Je ne dis pas d'indépendance, parce que je crois qu'il y a un très fort sentiment national iranien, au-delà de la diversité de composition que je viens d'évoquer. Mais donc, les pays arabes ont peur d'un chaos qui s'installerait en Iran. À tort ou à raison, je ne sais pas. Ça se joue au jour le jour, parce que on ne sait pas si la révolte est définitivement coupée après les massacres qu'il y a eu, dont on ne sait pas combien, comment les évaluer. Mais ce qui est sûr, c'est que ces massacres ont eu lieu. Donc ça peut en effet éteindre au fond la contestation, comme se sont éteintes les autres phases, parce que ça fait en gros, depuis que la République islamique existe, il y a à intervalles réguliers, plus ou moins réguliers, des révoltes qui manifestent au fond que hier tout ou partie, aujourd'hui une plus grande partie, voire une majorité, des Iraniens refusent le destin qui leur est proposé et refusent l'allégeance à ce régime. Après, il y a évidemment le rôle des gens qui sont aux frontières. Est-ce que la Russie, est-ce que la Chine, qui traditionnellement sont quand même en soutien de l'Iran, participeront au sauvetage du régime ou pas? Tout ça, ce sont des inconnus. Ce qui est sûr, c'est que on a à nouveau les regards tournés vers Donald Trump, que à nouveau Donald Trump nous a offert une de ces séquences, j'allais dire, on peut dire à chaque fois tragicomique, mais plus tragique que comique, dont il a le secret. Donc voilà, ça fait partie des ingrédients d'une situation qui est très difficile à anticiper ou à analyser. Et ce qui est sûr aussi, c'est que si on reprend au point de départ le 7 octobre, c'est évidemment le pogrom lancé par le Hamas au cœur d'Israël, mais on peut aussi, sur le plan politique, voir cela comme, au fond, un des points d'aboutissement de la lente gestation initiée par l'Iran, entretenue par l'Iran et promue par l'Iran contre Israël. Puisque Israël, c'est l'ennemi qu'il faut éliminer. C'est au cœur de la doctrine et de la constitution de la République islamique. Donc, avec ces forces annexes, au fond, toute l'ambition historique de l'Iran, des mollahs, en tout cas des ayatollahs, a trouvé sa traduction dans le 7 octobre. Et ils ont pensé qu'ils atteignaient là, j'allais dire presque, rappelez-vous les manifestations de joie qu'il y a eu en Iran, à Téhéran, après ce massacre. Ça montrait bien qu'il y avait là la traduction d'une ambition politique de ce régime. Depuis le 7 octobre, il se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire que, d'abord, il y a la réaction d'Israël, qui a quand même lourdement affaibli le Hamas, qui a aussi réduit à peu de choses le Hezbollah, et puis les interventions, on a parlé de la guerre des 12 jours, et puis le fait qu'un certain nombre de pays, dont l'Arabie Saoudite, ne veulent pas de l'élimination d'Israël. Donc, depuis le 7 octobre, au fond, l'Iran enregistre défaite sur défaite. Et donc, ça, c'est aussi un élément qu'il faut avoir en tête. Et on n'est sans doute pas au bout des conséquences de cet événement qui est, d'une façon ou d'une autre, qui rebat complètement les cartes dans la région. Moi, je ferai exactement la même conclusion. Je ne pense pas qu'on revienne à un quelconque statu quo. 2009, 2017, 2022. 2022, c'est quand même 500 morts. Femmes, vie, liberté. 500 morts. D'ailleurs, 99% des hommes. Donc c'est lourd déjà, c'est très lourd. 10 000 prisonniers aujourd'hui. Sans doute 10 000, 15 000, peut-être 20 000 personnes arrêtées depuis la fin décembre, le début du mouvement. Et je reprendrai ce que disait Jean-Marie aussi. Voilà un régime qui non seulement essuie un échec majeur sur le plan économique et social, c'est quand même une révolution qui s'est constituée au nom des opprimés. Alors les opprimés, ils sont dans la rue parce qu'ils sont opprimés socialement
socialement et économiquement, mais c'est une révolution aussi qui s'est constituée autour de ce discours, de toute cette rhétorique révolutionnaire, de l'axe de la résistance. Alors l'axe de la résistance, c'était le Hezbollah au Liban, le Hamas chez les Palestiniens, les milices irakiennes et d'autres dans le monde arabe, en général auprès des communautés chiites du monde arabe, à l'exception du Hamas. Mais on soutenait le Hamas quand même aussi. Et donc il y avait tout ce discours constitutif de la République islamique, anti-américain, et on était au-delà de anti-israélien, puisqu'il y avait, pendant plusieurs années, la République islamique a accueilli une sorte de festival des négationnistes mondiaux de la Shoah. Donc il y avait, si vous voulez, un mélange d'anti-israélien, anti-sionisme, antisémitisme, révolutionnarisme dans la région, en espérant aussi que les pays arabes seraient gagnés par une sorte de révolution islamique. Tout ce corpus idéologique matraqué jour après jour, tous les vendredis, jour de la prière, matraqué sur une population qui est parfaitement indifférente à ce discours, qui est très largement pro-occidental dans sa classe moyenne. Et donc, l'échec est patent. Mais pour l'ensemble des Iraniens, l'échec est patent. Quoi ? Ce budget gigantesque consacré à constituer une arme nucléaire, ils n'étaient peut-être pas opposés d'ailleurs à ça, mais consacré aussi à soutenir des batailles invraisemblables dans le monde arabe et des batailles contre Israël, et vous n'êtes pas capable de défendre le pays ? Tout cela pour dire que le choc est trop fort et d'une manière ou d'une autre, je pense que la République islamique est entrée dans le crépuscule de son existence. J'ajouterai aussi une chose que vous avez évoquée, Hélène, mais la République islamique, en 2025 avec la Chine, un peu avant avec la Russie, a signé ce qu'on appelle des fameux pactes stratégiques. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, la Chine ? Qu'ont fait la Chine et la Russie pour venir au secours de la République islamique ? Guère plus qu'ils n'ont fait pour venir au secours d'un autre pays qui était aussi en voie d'être une sorte de filiale, qui était le Venezuela. Et donc, voilà, d'une certaine manière, l'Iran est face à lui-même, la République islamique est face à elle-même, et elle aligne tellement d'échecs que je ne crois pas qu'il y aura un retour au statu quo. Le crépuscule de la République islamique d'Iran. On se quittera là-dessus. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. Merci Alain Frachon, merci Jean-Marie Colombani. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.